Bien, bonsoir à tous. Je vous propose que nous puissions donc ouvrir cette séance du conseil municipal et je vais donc pouvoir procéder à l'appel des présents. Alors, Johan Mittelosser, je suis présent. Madame Sabourin-Michel, présente. Monsieur Dominique Vaury, présent. Madame Ambrosio-Tadi, présente. Monsieur Chian, présent. Madame Thirouin, présente. Monsieur Lajugie, présent. Madame Siffer est absente, excusez. Elle a donné pouvoir à Monsieur Chian. Monsieur Dupuis est présent. Madame Boivin est présente. Monsieur Drapier est présent. Monsieur Bonneau est présent. Monsieur Demoisson est présent. Monsieur Bassière, pardon, est présent. Monsieur Parmentier est présent. Madame Brasseur est présente. Monsieur Bagaragaza est présent. Madame Bussière est présente. Monsieur Faucheux est absent. Excusez, il a donné son pouvoir à Madame Boivin. Madame Martin est présente. Madame Vater est présente. Monsieur Camara est présent, merci. Je suis perturbé par l'ordre de cette liste, il faut vraiment que je revoie. Madame Bosque est présente. Madame Trochet est présente, merci. Madame Bellingui est absente, excusez, elle m'a donné son pouvoir. Monsieur Tevray est présent. Et Madame Télémingue est présente. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc ouvrir cette séance avec la désignation donc d'un secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a une ou un candidat pour faire office de secrétaire de séance? Madame Trochet, pas d'autres candidatures, pas de vote contre, pas d'abstention. À l'unanimité, donc Madame Trochet est désignée secrétaire de séance. Je vous sollicite pour que nous puissions avoir recours, conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, au scrutin public. Alors, je crois qu'on n'aura pas recours au scrutin électronique, mais donc du coup au scrutin public. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette modalité de scrutin? Non. Pas d'abstention non plus. À l'unanimité est donc pris en compte que nous pourrons donc voter à main levée, mais au scrutin public. Je vous informe du retrait du point numéro 7 de l'ordre du jour, lequel concernait l'approbation du compte financier unique, puisque nous attendons d'avoir des éléments de la trésorerie qui ne nous ont pas été transmis, donc on le reporte à une prochaine séance. Ce qui porte donc à 22 points l'ordre du jour complet. Avec, pour commencer, l'approbation du procès-verbal de la précédente séance, à savoir celle du 30 mars. Vous aviez à cet effet reçu, avec les éléments de préparation de cette séance, le compte-rendu, et le procès-verbal pardon, complet. Est-ce que vous aviez sur celui-ci des questions ou des amendements à apporter? Je n'en vois pas, je soumets donc à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, le procès-verbal est donc adopté. Nous poursuivons avec les indemnités de fonction des élus. Alors, comme vous le savez, hein, le 20 mars dernier, le conseil municipal a voté les indemnités allouées aux maires et aux adjoints. Le souhait de la mandature actuelle est d'avoir des conseillers municipaux délégués. Donc, on vous rassure, l'indemnisation des conseillers municipaux délégués se fera dans la même enveloppe que celle qui avait été votée la fois dernière. Donc, on sera sur une minoration de l'enveloppe des adjoints pour pouvoir servir de conseillers municipaux délégués. Il vous est donc proposé d'allouer une variation qui sera de l'ordre donc de 3% sur l'enveloppe d'indemnité des adjoints pour que une indemnité de l'ordre de 100, hop, je me l'étais noté pour être très précis, une indemnité de 123,32 € brut par mois, ça fait 106 € net, puisse être donc versée, ce qui va diminuer comme du concurrence l'enveloppe qui était destinée aux adjoints. Donc on reste dans les mêmes équilibres budgétaires et nous permettons donc la mise en œuvre de ces conseillers municipaux délégués. Euh, oui, oui, j'étais en train de me dire que euh, oui, il y avait 3 conseillers municipaux délégués, pardon, excusez-moi. Conformément effectivement à la délégation, à la délibération, pardon. Et donc vous avez, dans le cadre de la note de synthèse, les variations qui ont été faites pour que l'enveloppe globale demeure la même. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions d'intervention sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose. Ah, il faut lever la main, monsieur Teuret. Je vous cède la parole. Votre micro n'est pas allumé. Restez longtemps appuyé sur le bouton.
Relâchez une fois que ça clignote. Attendez 30 secondes, parce que votre micro n'était pas paramétré. Il l'est. Je vous invite à rappuyer une fois, s'il vous plaît. La parole est à vous. Oui, dans le cadre du conseil communautaire, en fait, chaque conseiller communautaire a une indemnité forfaitaire. Euh, et donc, bah, je voulais savoir effectivement pourquoi dans le conseil municipal, bah, tous les conseillers municipaux n'ont pas aussi une indemnité forfaitaire, à l'exemple effectivement du conseil communautaire. Tout simplement parce que dans le cadre du conseil communautaire, déjà, on est dans une instance d'un autre niveau en termes de taille de structure et que par conséquent, ça engendre des déplacements de la part de l'ensemble des conseillers communautaires pour pouvoir assister aux séances un peu partout sur le territoire. Et donc, lors de la mandature précédente, comme lors de celle-ci, il a été décidé d'allouer ce montant de cette indemnité pour l'ensemble des élus communautaires, comme vous le retrouverez dans des instances de strates beaucoup plus importantes. Mais ce qui ne nous semble pas devoir être aujourd'hui à l'ordre du jour sur des communes de notre taille et de notre strate, conformément à ce que vous pourrez trouver autour de nous pour des communes de taille similaire où aucune ne prévoit cette indemnisation. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Les votes contre, les abstentions, unanimité, merci. Nous poursuivons avec le point numéro 3. Il concerne la désignation d'un référent déontologue de l'élu local. Conformément à l'article 218 de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022, qui est relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration. Cette loi permet, en lien d'ailleurs avec la lecture de la charte de l'élu local que je vous ai communiquée lors du conseil d'installation, que les élus locaux puissent faire appel à un déontologue pour les éclairer dans le cadre de leur engagement électif. Les modalités et les critères de désignation du référent déontologue donc, sont prévus selon un décret dont je vous épargne la numérotation. Celui-ci doit être désigné par notre organe délibérant. Le déontologue doit exercer en toute impartialité et indépendance ses missions donc de conseil. Il est tenu au secret professionnel et à la discrétion qui va avec pour tous les faits, documents ou informations dont il a la connaissance, sachant qu'il ne nous tient pas au courant des éléments pour lesquels vous êtes amené possiblement à le solliciter. Il peut être exercé cette condition de référent déontologue par une ou plusieurs personnes qui naturellement n'exercent pas au sein de la collectivité, qui n'ont aucun mandat local ou qui n'en a pas exercé depuis au moins 3 ans pour être totalement séparé des enjeux électifs, qui n'est pas agent de la collectivité, etc. Et donc, on vous propose de désigner le même que celui qui précédemment avait été le conseiller déontologue de la commune, à savoir Monsieur Joël Bocher, qui est administrateur territorial en retraite et ancien directeur général des services de la ville de Rennes. Et donc, que vous puissiez, si vous le souhaitez, conformément à la modalité que vous aviez dans la deuxième partie du projet de délibération, le solliciter à l'adresse mail, dont j'épargne la lecture à voix haute pour que nos concitoyens n'aillent pas à le saisir le conseiller déontologue, mais vous avez cette messagerie qui vous permet de pouvoir uniquement par écrit et voix dématérialisée, donc le saisir sur tous les sujets pour lesquels vous estimez nécessaire d'avoir l'avis du déontologue, sachant que toutes les consultations seront facturées à hauteur de 80 euros à la commune, sur présentation d'un justificatif de sa part, naturellement, qui nous indiquera le montant uniquement et la date de la saisine. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions donc, sur la désignation de ce référent déontologue? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Nous devons désigner un référent pour les forêts et bois au sein de notre excusez-moi, je suis très fatigué. La soirée d'hier soir a été longue et l'enchaînement entre 2 instances. Je recommence. Un conseiller municipal référent bois et forêt au sein des collectivités forestières d'Île-de-France. La délibération vous rappelait un petit peu le rôle de la collectivité forestière d'Île-de-France, à savoir euh, préserver tous ces espaces de biodiversité, lieux de respiration et de loisirs, qui contribuent naturellement à la fois à l'économie locale pour l'exploitation de la filière bois, mais aussi aux enjeux de transition écologique. Et donc, on vous propose de désigner un référent pour que notre commune puisse siéger au sein de cette instance et je souhaitais vous proposer la candidature de Monsieur Pierre Bonneau. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions ou des interventions sur ce point? Je n'en vois pas.
Je vous propose de passer au vote à main levée, sauf s'il y a des oppositions. Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Monsieur Bonneau est donc désigné. Toutes mes félicitations. Le point suivant concerne l'indemnité de gardiennage de l'église communale et je cède la parole à Madame Ambrosio Tadi. Oui, bonsoir à tous. Donc, les communes peuvent allouer une indemnité aux prêtres qui assurent le gardiennage des églises communales dont ils sont affectataires. Ce montant, le montant de cette indemnité applicable pour ce gardiennage avait été revalorisé en 2024 pour tenir compte de l'augmentation du point d'indice majoré des fonctionnaires et elle avait été également maintenue en 2025 à hauteur de 503,42 €. Donc, pour l'année 2026, l'indemnité demeure donc toujours à 503,42 € pour un gardien qui réside dans la commune où se trouve le lieu de culte. Et il vous est donc proposé d'allouer, comme chaque année, aux prêtres de l'église d'Angerville le montant maximum, à savoir 503,42 €. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, sur cette délibération usuelle, des questions ou des interventions? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. La délibération est adoptée. Merci beaucoup. Le point numéro 6 concerne les subventions de fonctionnement au budget du CCAS et à la zone d'activité industrielle et artisanale. Et je recède la parole à Madame Ambrosio Tadi. Comme nous l'avions vu en commission de finances le 28 mars 2026, nous vous proposons de voter les subventions d'équilibre au budget 2026 du Centre communal d'action sociale, ainsi qu'au budget activités zone industrielle et artisanale, qui comprend, je vous le rappelle, la maison de santé et les antennes de réseau de téléphonie. Donc, à savoir, pour le CCAS, 24 000 € et pour l'activité zone industrielle et artisanale, 40 000 €. Merci. C'est ce que nous avions également vu dans le cadre du débat des orientations budgétaires lors de la précédente séance, si vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions ou des interventions sur donc l'attribution de ces deux subventions pour ces budgets? Non? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. La délibération est adoptée. Merci. Le point numéro 7, comme je vous l'ai indiqué en début de séance, est donc reporté. Nous en arrivons donc au point suivant. Il concerne le budget principal avec l'affectation du résultat de la section de fonctionnement. Madame Ambrosio Tadi. Donc, bien sûr, on n'a pas vu le compte financier unique, mais il vous est rappelé les résultats de clôture de la section d'investissement pour 2025, donc à hauteur de plus un montant positif de 358 241,36 €. Des restes à réaliser en dépenses pour 133 103,55 € et des restes à réaliser en recettes pour 212 717 €. Donc, ce qui donne un besoin d'affectation de 0, hein, puisqu'on n'a pas besoin d'affecter puisque le résultat est positif. Ce qui nous donne un résultat de clôture de la section de fonctionnement de 1 726 745,74 € et donc, il vous est donc proposé de conserver l'intégralité de l'excédent de fonctionnement dans cette section pour la somme de 1 726 745,74 €. Merci. Là aussi, une traduction logique de ce qui a été présenté dans le cadre du débat sur les orientations budgétaires avec les grands équilibres qui, comme vous le savez, sont extrêmement positifs et permettent donc d'ouvrir cette mandature avec la capacité de porter des projets. Est-ce que vous avez sur cette délibération des questions ou des interventions? Non. Je soumets à vos votes. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Deux. Unanimité. Merci. Nous poursuivons avec le point numéro 9 qui concerne donc la fongibilité des crédits budgétaires en application de la nomenclature budgétaire M57. Je recède la parole à Madame Ambrosio Tadi. Donc, depuis le passage de la nomenclature comptable M57, dont je vous avais aussi également parlé, depuis le 1er janvier 2024. Donc, la commune est amenée à définir une politique de fongibilité de crédit pour les sections de fonctionnement et d'investissement. Cette instruction M57 nous donne effectivement la possibilité, donc à l'exécutif, sur autorisation de l'Assemblée délibérante, donc vous-même, de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Cette fongibilité, qui est dite asymétrique, permet notamment d'ajuster, dès que le besoin apparaît, la répartition des crédits sans modifier le montant global des sections. Elle permet aussi de réaliser sans attendre des opérations purement techniques.
Ces dispositions contribuent à améliorer l'efficacité de l'exécution budgétaire et la réactivité opérationnelle. Vous êtes donc informé que, enfin, l'assemblée délibérante est alors informée des virements des crédits qui ont été opérés lors de la séance la plus proche de ces fêtes, dans les mêmes conditions que celles qui sont, voilà, habituellement. Voilà. Il vous est donc proposé d'autoriser Monsieur le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite des 7,5% des dépenses réelles de chaque section, pour le budget principal ainsi que pour le budget annexe ZIA. Merci. Bon, toutes les joyeusetés budgétaires hein, qui, si jamais vous aviez le moindre besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas, mes chers collègues. C'est pour permettre, comme vous l'a rappelé Madame Ambrosio-Taddy, plus de fluidité dans l'exécution budgétaire, laquelle, chacun l'aura compris, est contenue dans l'enveloppe qui est votée. Et lorsque nous bougeons donc d'un chapitre à chapitre, on doit vous en rendre compte la séance suivante. Donc toujours l'opportunité aussi de questionner ou de comprendre pourquoi il y a eu ces modifications, mais nous gagnons en efficacité et en réactivité. Et ce qui a, mes chers collègues, donc sur cette fongibilité des crédits budgétaires conformément à la nouvelle nomenclature dite M57, des questions ou des interventions. Je n'en vois pas, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2, c'est donc l'unanimité des suffrages exprimés. Merci. Nous poursuivons avec le point numéro 11. 10, pardon, excusez-moi. Il concerne le vote des taux d'imposition. Madame Ambrosio-Taddy. Donc, conformément à l'article 1636b sexies du Code général des impôts, le conseil municipal vote chaque année les taux relatifs à la fiscalité directe locale. Conformément aux orientations budgétaires qui sont fixées dans le rapport débattu en séance du conseil municipal du 30 mars, il vous est proposé de maintenir les taux de fiscalité directe au même niveau que ceux de 2025, à savoir pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 36,50%, pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties 67,53% et pour la taxe d'habitation 14,92%. Merci. Là encore, conformément à notre débat sur les orientations budgétaires, donc la proposition de maintenir les taux communaux pour les taxes évoquées. Est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions, des interventions sur ce point? Je n'en vois pas. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2, unanimité des suffrages exprimés. Merci. Le point numéro 11, cette fois-ci, donc concerne le budget principal avec l'approbation du budget primitif. Et donc, je laisse la parole à Madame Ambrosio-Taddy. Donc, vu le Code général des collectivités et ses articles 2312-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget communal, vu la commission de finances du 28 mars 2026, vu le rapport d'orientation budgétaire débattu en séance du conseil municipal du 30 mars 2026 et vu le projet de budget transmis aux élus le 2 avril 2026, vous êtes invité à approuver le budget primitif 2026 qui se résume comme suit. Donc, en section de fonctionnement, des recettes et des dépenses à l'équilibre pour 6 798 431,25 euros. Et en section d'investissement, des dépenses et des recettes en équilibre pour 2 891 612,15 euros. Je vous rappelle également que dans vos annexes était jointe un état annuel de l'ensemble des indemnités de toute nature perçues par tous les membres du conseil municipal, maire adjoint au maire et conseillers municipaux. Et donc, ces états des indemnités libellés en euros avaient été joints en annexe de votre convocation. Donc là, nous allons procéder au vote du budget. Chapitre par chapitre en section de fonctionnement et chapitre et à l'opération en section d'investissement. Est-ce qu'il y a préalablement à donc, ce vote des questions ou des interventions? Non. Bien. Eh bien, nous pouvons procéder. Je fais un par un, je vote à chaque fois ou je fais... Oui, c'est ça. Donc je fais tout, voilà. Donc, en fonctionnement, donc en dépenses, au chapitre 11, les charges à caractère général, donc un BP proposé pour 1 821 598 euros. Pour le chapitre 12, les charges de personnel, 2 218 300 euros. Pour le chapitre 14, atténuation de produits, 345 179. Pour le chapitre 65, autres charges de gestion courante,
352 210. Pour le chapitre 66 des charges financières, 25 580,46. Le chapitre 67, les charges spécifiques pour 3 000 euros. Et chapitre 68, dotation aux prévisions et dépréciations pour 6 100 euros. Ce qui nous donne un total de dépenses réelles de 4 771 967,46 euros. À cela s'ajoute au chapitre 023 le virement à la section d'investissement à hauteur de 1 799 360,11, des opérations d'ordre au chapitre 42 pour les opérations de transfert entre sections de 227 103 euros, ce qui nous donne un total d'opérations d'ordre de 2 26 463,79 euros, et donc un total de dépenses de fonctionnement de 6 798 431,25. Merci. Est-ce que vous avez des questions s'agissant de donc ces présentations, alors qui, vous le savez, ont fait l'objet d'une présentation détaillée lors de la commission des finances du 28 mars dernier, où on avait passé près de 3 heures à regarder le contenu, l'articulation et répondre aux questions que vous pouviez vous poser. Et c'est ce qui a fait partie aussi des grands enjeux d'équilibre présentés lors du débat d'ensemble budgétaire de la séance du 30 mars dernier. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des votes différenciés par chapitre, ou est-ce que vos orientations de vote seront les mêmes pour l'ensemble des chapitres? Pas de vote différencié? Donc je propose de voter pour l'ensemble des chapitres de 11 à 42 pour le total des dépenses de fonctionnement à hauteur de 6 798 431,25 euros. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des votes contre, des abstentions, de unanimité des suffrages exprimés? Merci. Et nous poursuivons maintenant avec les recettes de fonctionnement. Effectivement, les recettes de fonctionnement avec le chapitre 13, les atténuations de charges pour 10 000 euros. Le chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses pour 320 590 euros. Le chapitre 73, impôts et taxes pour 804 678,51. Pour le chapitre 731, fiscalité locale pour 2 607 014 euros. Pour le chapitre 14, dotation et participation pour 1 129 124. Pour le chapitre 75, autres produits de gestion courante, 185 000 euros. Les chapitres 76 et 77 et 78 pour les produits financiers, produits spécifiques et reprise amortissement, dépréciation et provisions n'ont aucun montant. Ce qui nous donne des recettes réelles pour 5 056 406,51 euros. Le chapitre 002, résultat reporté, il est de 1 726 745,74, puisque c'est le résultat 2025. Et les opérations, le chapitre 42, les opérations d'ordre, pour 15 279 euros. Ce qui nous donne donc un total de recettes de fonctionnement de 6 798 431,25. Juste une petite précision par rapport à la commission de finances qu'on avait fait l'autre jour. Je vous avais dit qu'on n'avait pas reçu le montant des dotations globales de fonctionnement. Donc là, les chiffres en tiennent compte. Et donc, on a eu à peu près 4 000 euros en moins que l'année dernière en matière de dotation globale de fonctionnement. Merci. Et donc ceci équilibre la section de fonctionnement en dépenses que nous venons de voir, avec donc les recettes au même montant, les 6 798 431,25 euros. Est-ce qu'il y a pour cette partie recettes fonctionnement des questions ou des interventions, mes chers collègues? Non. Est-ce qu'il y aura pour le vote au chapitre des votes différenciés? Ou est-ce que vos votes seront les mêmes pour l'ensemble? Pas de vote différencié. Je vous propose donc de voter en bloc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2 à l'unanimité des suffrages exprimés. La section de fonctionnement recettes est donc adoptée. Nous pouvons poursuivre section d'investissement avec les dépenses. Madame Ambroso-Taddy. Alors, pour l'investissement en dépenses, au chapitre 21, voilà, donc attendez, excusez-moi. À l'article, chapitre 10, 226, le reversement taxe d'aménagement pour des nouveaux crédits pour 10 000 euros, soit un BP de 10 000 euros. À l'article 1641, emprunts et dettes assimilées, nous avons des nouveaux crédits pour 147 436,12 euros, donc qui seront inscrits au BP. Chapitre 165, restitution de caution, nous avons inscrit 1 000 euros.
Et donc ensuite, on passe pour les opérations, comme on l'avait vu toujours dans notre commission de finances. Donc pour le groupe scolaire, l'opération 10, nous avions des crédits de report pour 28 849,37 €. Nous ajoutons des nouveaux crédits pour 51 300, ce qui nous donne au BP 80 149,37 €. Pour l'opération 14 du tennis, nous inscrivons 17 200 €. L'opération 16, la salle polyvalente, 6 400 € d'inscrits. L'opération 17 pour le stade, nous inscrivons 45 900 €. Pour l'opération 19, voies et réseaux, nous avions des crédits de report à hauteur de 37 880,40 €. Nous inscrivons des nouveaux crédits pour 339 600, ce qui donne un total pour ce BP de 377 480,40 €. L'opération 23, l'éclairage public, nous inscrivons 123 500 €. L'opération 25 de l'hôtel de ville, des crédits de report pour 11 558,46, des nouveaux crédits pour 55 300, ce qui nous donne un total sur le BP de 66 858,46 €. Pour les poteaux à incendie, nous n'avons rien inscrit. Pour l'opération 31 des mobiliers sportifs et divers, nous inscrivons 39 200 €. Pour l'opération 33 du PLU, nous inscrivons 10 000 €. Pour l'opération 36, travaux sur bâtiments divers, nous avions des crédits de report de 27 452,43 €, des nouveaux crédits donc pour 54 300, ce qui nous donne un total de 81 752,43 €. Pour le gymnase, l'opération 38, nous n'avons rien inscrit. Pour l'opération 41, l'aménagement, le parc d'Angerville, nous avions des crédits de report pour 3 690, des nouveaux crédits pour 19 500, ce qui nous donne un total de 23 190 pour ce BP. L'opération 42, les services techniques, nous avions des crédits de report de 6 028,09, des nouveaux crédits de 155 100, ce qui nous donne 161 128,09. Sur l'opération 43, la réserve, nous inscrivons donc 1 632 493,48 €. Ensuite, l'opération 44 en vidéoprotection, nous avions des crédits de report de 10 156,80. Nous inscrivons pour des nouveaux crédits pour 35 000 €, ce qui nous donne un total de 45 156,80 €. Et l'opération 48 pour la petite ville de demain, nous avons des crédits de report pour 7 488 que nous reportons sur ce BP. Ce qui nous donne en dépenses réelles 2 584 793,48 €. Des écritures d'ordre de 15 279 et il n'y avait pas de solde négatif. Donc, nous obtenons un total de dépenses de 2 891 612,15 € pour ce BP 2026. Merci. Donc là encore, le corollaire de notre commission des finances où nous avions regardé, hein, opération par opération, ce qu'il en était. Et vous aviez normalement d'ailleurs dans les éléments en annexe le tableau qui reprend en détail ce que nous venons de voir, donc par opération, et qui vous permet de comprendre ce qu'il y a derrière un chiffre. Peut-être une opportunité aussi pour moi de dire à celles et ceux qui nous suivent que nous avons conscience aujourd'hui de la difficulté de suivre en ligne une séance où on parle de chiffres et où on présente des documents qu'ils ne peuvent pas voir, et leur dire que prochainement, on va faire évoluer les modalités de retransmission du conseil pour que les personnes qui nous suivent en direct ou en différé du reste puissent aussi voir en direct le contenu de ce que nous diffusons, pour que ce soit quand même un peu plus interactif et intéressant. J'ai conscience que sinon entendre des chiffres et quand on dit bah regardez comme vous pouvez le voir sur le graphique, c'est pas toujours évident pour eux. Donc je passe le message. Ceci étant dit, ce que vous aviez, mes chers collègues, donc sur les dépenses en investissement par opération, des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y aura des votes différenciés pour les opérations ou est-ce qu'on peut les voter en un bloc parce que le sens de vos votes seront les mêmes? Enfin, sera le même, pardon. Bien, je considère qu'il y a des mots consents. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2, unanimité des suffrages exprimés. Les dépenses de la section d'investissement sont donc adoptées. Nous allons maintenant arriver sur les recettes. Les recettes. On continue avec le chapitre 1 qui reprend le solde d'exécution reporté à hauteur de 358 241,36. Le chapitre 10 pour les dotations, fonds divers et réserves pour 225 000 €. Et le chapitre 13, subventions d'investissement pour 69 190, ce qui nous donne des recettes réelles de 652 431,36.
À cela, on ajoute le chapitre 40 pour les opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 227 103,68 € et le chapitre 21, le virement de la section de fonctionnement, à hauteur de 1 799 360,11 €. Des restes à réaliser pour 212 717, ce qui nous donne un total de recettes d'investissement à l'équilibre avec les dépenses de 2 891 612,15 €. Merci. Là aussi, ce qu'il y a, mes chers collègues, préalablement au vote, des questions ou des besoins de précision sur ces recettes de la section d'investissement? Non. Est-ce qu'il y aura des votes différenciés par chapitre? Non. Je vous propose donc de voter en un bloc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2. Majorité du suffrage exprimé. Les recettes de la section d'investissement sont donc adoptées et ceci clôt donc l'adoption du budget principal. Je vous en remercie. Avec donc section de fonctionnement, équilibre en dépenses et en recettes et en investissement également. Nous poursuivons avec le point numéro 12. Il concerne les subventions annuelles aux associations et établissements divers et je cède la parole à Madame Sabourin-Michel. Merci. Alors, pour l'accomplissement des missions d'intérêt général présentant un intérêt pour les habitants de la commune, les associations de la loi du 1er juillet 1901 qui œuvrent dans le domaine social, culturel ou sportif peuvent, en tant qu'organisme à but non lucratif, recevoir des aides financières de la commune. Les aides financières sollicitées par les associations ont été examinées par le groupe de travail formé à cet effet lors de la réunion du 1er avril 2026. Donc, je vais vous donner le tableau des demandes et ce qui a été proposé. Donc, pour l'association Ubuntu, il était demandé 500 €. La commission a proposé 300 €. Pour le comité des fêtes, demandé 1 200 €, accordé 1 200 €. Pour la COMA, demandé 1 400 €, accordé 900 €. La commission a accordé en tous les cas. La Société musicale d'Angerville, 1 200 €. La commission a proposé 1 000 €. La Société musicale d'Angerville, mais pour les cours, donc comme tous les ans, 2 347,20 €. Donc, la commission accepte les 2 347,20 €. Les Cochelins, 1 000 € demandés, 500 proposés par la commission. Les Amis de l'Europe, 2 000 € demandés. La commission a proposé 300 € plus une subvention exceptionnelle pour l'achat d'un ordinateur et d'un Barnum. Et donc, cette subvention proposée est de 500 €, ce qui ferait 800 € pour les Amis de l'Europe. Les Passerelles du Temps, demandé 300 €, accordé 300 €. Les music halls, demandé 1 000 €, proposés par la commission 1 000 €. Donc, il y a un opéra en préparation pour 2027. Les Restos du Cœur, donc 1 500 € plus 500 € si besoin supplémentaire en cours d'année. Le karting d'Angerville, 3 000 € proposé par la commission, 3 000 €. Le cyclo-club d'Angerville, 200 € demandés par l'association, 200 € proposés par la commission. Le judo club, 1 050 € demandés par l'association et 1 050 € proposés par la commission. L'amicale bouliste d'Angervilloise, 350 € demandés, 350 € proposés par la commission. Le billard club, 500 € demandés, 200 € proposés par la commission, plus une aide exceptionnelle de 100 €. Le CSAP, donc le football, 2 500 € demandés, 2 500 € proposés par la commission. Et donc, il y avait aussi une demande exceptionnelle de 2 500 € demandée par le foot. Mais on reverra l'association au cours d'un rendez-vous en mai avec monsieur le maire. Et puis, pour refaire le point un petit peu par rapport à cette demande d'aide exceptionnelle. Donc, il n'y a pas de demande du club de handball. La Rando Sud-Essonne, 500 € demandés, 300 € par la commission. Le Cardio Boxing Club Angerville, 1 500 € demandés,
800 € proposés par la commission. Le tennis club, 1500 € demandés, 1500 € proposés par la commission. L'IKSE karaté, 441 €, c'est précis, 500 € demandés par la commission, puisque voilà, on a arrondi. Bon déco, alors il n'y a pas eu de demande de l'amicale des sapeurs-pompiers, pas de demande de l'association des jeunes sapeurs-pompiers. Donc on passe à bon déco, 1578 € demandés, 300 € proposés par la commission. Toutes les associations qui ont moins d'1 an ou qui sont dans leur première année enfin, toutes les associations. Lorsqu'il y a une demande des associations qui sont dans leur première année de fonctionnement, c'est 300 € et après on voit pour les années suivantes en fonction du fonctionnement de l'association et des dossiers proposés. Donc le CEA-CA, 300 € demandés, 300 € proposés par la commission. La FNACA, 450 € demandés, 450 € proposés par la commission. L'UNPRG UD 91, voilà. L'Union nationale des retraités de la gendarmerie, voilà. 500 € demandés, 100 € proposés par la commission. Mouvement plus facile, 500 € demandés, 300 € proposés par la commission. Et le refuge Equestria, 2219 € demandés. Et là, pareil, on se revoit pour un rendez-vous courant mai pour une subvention exceptionnelle éventuellement, mais il faut approfondir la demande. Et la DCA, 300 € demandés, 150 € proposés par la commission. Voilà, merci. Merci. Peut-être avant d'ouvrir au débat, quelques précisions. Alors déjà, vous indiquez que s'agissant des Restaurants du Cœur, nous ne voterons pas. Ce n'est pas une subvention. C'est une enveloppe que nous réservons dans le budget pour répondre à chaque fois que l'association en a le besoin au remboursement en fait d'achats qu'ils font au Leclerc. Et donc ensuite la commune rembourse. Pourquoi pas de subvention? Parce que si on vote une subvention, vous le savez, on en avait parlé lors de la précédente mandature, hein, et donc tout cela est en parfait accord avec l'antenne locale, la subvention part à l'antenne nationale et ne bénéficie pas à l'antenne locale. Donc pour être certain que ce que le contribuable angérois donne en termes d'efforts de solidarité bénéficie bien aux bénéficiaires de l'antenne locale, eh bien on rembourse ce que l'association commande en besoin de denrées directement, comme ça on a l'assurance que c'est exactement ce dont ils ont besoin et ça leur bénéficie directement. Autre précision, s'agissant du CSAP et de la demande de subvention exceptionnelle, effectivement, j'ai souhaité qu'on rencontre prochainement l'association. On aura donc Monsieur Camara, qui va être notre nouveau conseiller municipal délégué en charge des sports, et avec Madame Sabourin-Michel. Vous le savez, la municipalité porte le projet de création d'un stade synthétique. Il était peut-être pas spécialement opportun du coup qu'on commande une tondeuse électrique automatique sur ce sujet-là. Et également, et alors ça c'était le premier sujet qui ne faisait pas l'objet de la subvention, j'arrive. Et l'autre demande qui était d'avoir un traceur aussi, puisque là aussi, quand on aura le terrain synthétique, il sera tracé définitivement. Donc, il y a peut-être lieu de bien leur expliquer, leur confirmer nos intentions en la matière et que on puisse correctement affecter la dépense communale. S'agissant du refuge Equestria, effectivement, il y a deux choses à distinguer. L'association, vous le savez, il y a une association, il y a à la fois le Hara et l'association qui donc gère le haras, et on a ensuite la partie du refuge qui aujourd'hui dans le cadre de la protection animalière, notamment donc vous le savez, des espèces qui sont recueillies, lamas, etc., où il y a certainement des besoins où la commune pourrait accompagner. La demande de subvention était une demande globale, donc qui ne permettait pas de dissocier ce qui relève de l'activité commerciale d'un centre équestre de ce qui relève de la partie du refuge. Donc ce n'est pas que nous refusons d'accompagner, hein, que chacun comprenne bien. On va, un peu comme pour le CSAP, les recevoir, réexpliquer, et au besoin, on repassera une subvention exceptionnelle à l'occasion d'une prochaine séance. Donc que chacun soit rassuré. Je voulais aussi vous préciser que naturellement, s'agissant au moment du vote de l'association du comité des fêtes, Françoise Boivin et Thierry de Moisson seront déportés du vote. Maintenant, est-ce que vous avez, mes chers collègues, des questions sur les subventions? Monsieur Tevray, je vous en prie. Attendez, votre micro. Oui. Allez-y. Oui, quels sont les critères d'attribution des subventions? Je vais laisser Madame Sabourin vous expliquer. Non, n'appuyez pas tous en même temps.
Alors, on s'est basé en partie sur le nombre d'adhérents, la participation enfin, déjà, chaque association, il y a un dossier qui a été déposé avec les dépenses, les recettes, que ce soit subventions ou éventuellement quelques manifestations organisées par les associations qui font des rentrées d'argent. On s'est surtout basé aussi sur la, le, pour les subventions qui ont été les plus importantes. On va dire que que ce soit le judo ou le tennis, sont des associations qui emploient des professionnels, qui sont obligés d'avoir des personnes, des salariés. Donc là aussi, on participe au fonctionnement de cette façon-là, à la bonne organisation en tous les cas de l'association. Et puis, on a aussi, on est quand même regardant aussi on est aussi, on s'attache aussi au fait que certaines associations participent énormément à la vie communale. D'autres associations, pas du tout. Hein. On a certaines associations qui restent dans leur domaine, mais sans jamais ni ouvrir les portes, faire de portes ouvertes sur leurs associations ou participer à des manifestations organisées par la ville. Donc là, il va y avoir la fête du sport. On sait que ce sont toujours les associations, enfin, ce sont souvent les mêmes associations. Bon, là, on est sur la fête du sport. On ne peut pas demander aux associations culturelles ou autres de participer, mais voilà, il y a aussi cette volonté des associations de s'ouvrir vers l'extérieur, de se faire connaître et d'organiser des choses. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, d'autres interventions? J'ai oublié de préciser également que mon pouvoir pour Madame Kessi Belingui devra être retiré et compté comme étant déporté au moment du vote de l'association Bondeco, pardon. Et Monsieur Teuvray, à la DCA, vous avez encore des fonctions au niveau du bureau ou pas? Secrétaire, donc il faudra que vous vous déportiez. Donc on a 4 déports. Au moment de l'association ADCA, le déport de Monsieur Teuvray. Au moment de Bondeco, ah oui, merci, 5 déports. Au moment de Mouvement Plus Facile, on a le déport de Monsieur Parmentier. Au moment du comité des fêtes, on a le déport de Madame Boivin et de Monsieur Demoisson. Et au moment de Bondeco, donc le déport de Madame Kessi Bilingui. Je crois que pour le coup, je n'ai oublié personne. Est-ce que tout le monde est d'accord du coup sur cette base-là pour le vote en bloc sur les subventions? Oui. Est-ce qu'il y a des votes pour? Excusez-moi, des votes contre, c'est l'habitude. Des votes contre. Bah, je changeais, c'est pour ça que vous suiviez des votes contre. Des abstentions. 2 à l'unanimité des suffrages exprimés. Les subventions sont donc accordées. Merci pour les associations que nous remercions, comme vient de le rappeler Madame Sabourin-Michel à l'instant, pour leur engagement et qu'elles sachent que les subventions sont effectivement un exercice usuel et annuel, mais que nous demeurons à l'écoute de toutes les associations toute l'année en fonction des projets. Il n'y a pas qu'une fois dans l'année pour les accompagner, notamment sur de l'exceptionnel, sur les besoins qui ne passent pas toujours que par des subventions d'ailleurs, hein, mais qui sont parfois de l'accompagnement à l'organisation des différentes manifestations, le personnel, prêt de matériel et j'en passe. Ils sont des acteurs déterminants auxquels nous sommes profondément attachés, que nous remercions et que je remercie en votre nom à tous pour leur implication au quotidien. Le bénévolat est une denrée aujourd'hui, si je puis m'exprimer ainsi, des plus rares et qui nécessite d'être préservée, encouragée et valorisée. Donc on leur adresse toute notre gratitude pour ce qu'ils font au quotidien et toute l'année. Nous poursuivons maintenant. Point numéro 13, il concerne le budget de la zone industrielle et artisanale avec l'approbation du compte financier unique pour lequel je vais devoir donc vous quitter et céder la présidence de séance à Madame Sabourin-Michel. Et je cède donc la parole à Madame Ambroso-Tadi, tout en vous abandonnant à votre compte. D'accord, donc c'est donc la présidence à Madame Sabourin-Michel, mais c'est Madame Ambroso-Tadi qui fera les votes. Je vous en prie. Oui, en effet, là, pour le budget ZEDIA, nous allons pouvoir le voter, le compte financier unique, puisque le trésorier a donné son aval sur ce budget, contrairement à celui de la commune pour lequel il n'a pas encore vérifié les comptes. Donc, nous allons donc, je vais vous indiquer donc ce budget, le résultat du budget ZIA pour 2025. Donc, tout d'abord en section d'investissement avec des dépenses pour 132 531,07, des recettes pour 99 355,05, ce qui donnait un résultat d'exercice de déficitaire de 33
176,02 €. Un report que nous avions de 112 628,41 €, soit un résultat donc au 31/12/2025, un résultat positif cette fois-ci de 79 452,39 €. Nous avions également des restes à réaliser de 2 645,50 €, aucune reste à réaliser en recettes, pas de besoin d'affectation, donc soit un résultat net excédentaire pour l'investissement de 76 808,89 €. Pour la section de fonctionnement, nous avions des dépenses pour 244 716,01 €, des recettes pour 257 310,13 €, soit un résultat d'exercice de 12 594,12 €. L'excédent reporté était de 83 745,48 €, ce qui nous donne un résultat net en fonctionnement de 96 339,60 €. Donc, vu les différents articles du Code général des collectivités territoriales, du budget primitif ZEDIA 2025, je vous demande d'approuver ce compte financier unique 2025 pour le budget annexe activité, zone industrielle et artisanale. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le budget est approuvé. Donc, on peut rappeler Monsieur le maire. Il y en a deux. Deux abstentions, excusez. Oui, mais c'est normal qu'il soit parti parce qu'il n'a pas le droit d'être là. Ah, d'accord. Ok. Mhm. Voilà, du coup, on a reçu le budget, monsieur le maire. On commence. Merci beaucoup. Nous passons donc au point numéro 14. Il concerne le budget de la zone d'activité industrielle et artisanale, pardon, avec l'affectation du résultat de la section de fonctionnement. Madame Ambroso-Tali. Donc, au vu des éléments du compte financier unique de l'exercice 2025 que nous venons de voir, il appartient donc à notre Assemblée de statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement. Donc, pour rappel, le résultat de clôture de la section d'investissement est de 79 452,39 €. Des restes réalisés en dépenses de 2 645,50 €. Aucune reste à réaliser en recettes. Donc, nous n'avons pas besoin d'affectation puisque le résultat est bénéficiaire. Le résultat de clôture de la section de fonctionnement est de 96 339,60 €. Donc, en l'absence de besoin en affectation, il vous est proposé de reprendre l'intégralité du résultat d'exercice de la section de fonctionnement dans cette section. Merci. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions donc, sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Des votes contre, abstention, 2, unanimité des suffrages exprimés. Merci. Le point 14 est adopté. Nous poursuivons avec le point numéro 15. Cette fois-ci, le budget donc, pour l'année 2026 dans la zone industrielle et artisanale. Madame Ambroso-Tali. Oui, donc comme tout à l'heure, vu l'article des collectivités, vu la commission de finances du 28 mars, le rapport d'orientation budgétaire du 30 mars, et vu également les éléments du budget qui vous ont été transmis le 2 avril, vous êtes invité donc maintenant à approuver ce budget primitif 2026 qui se résume comme suit. Donc, en matière en section de fonctionnement, en recettes et en dépenses, un montant de 345 883,60 € et en investissement, des dépenses et des recettes pour 227 942,99 €. Nous allons donc procéder au vote comme tout à l'heure par chapitre et par opération. Oui, et par opération. Donc, en matière de dépenses de fonctionnement, le chapitre 11, les charges à caractère général pour 127 970 €. Le chapitre 12, les charges de personnel pour 63 000 €. Les chapitres 66, des charges financières pour 6 423 €, ce qui donne un total de dépenses réelles de 197 393 €. Ensuite, le chapitre 23 avec le virement à la section d'investissement pour 49 827,37 €. Le chapitre 42 pour les opérations d'ordre de transfert entre sections
pour 98 663,23 €, ce qui donne des opérations d'ordre de 148 490,60 € et donc un total de dépenses de fonctionnement de 345 883,60 €. Merci. Donc là aussi, hein, c'est la version chiffrée et consolidée de ce qui vous a été présenté lors de la commission des finances du 28 mars dernier et qui avait donné lieu donc au rapport d'orientation budgétaire lors de la séance du 30 mars dernier. Est-ce que vous aviez, mes chers collègues, des questions s'agissant de cette section pardon, de fonctionnement en dépenses pour le budget en question? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y aura des votes différenciés par chapitre? Non plus. On va donc les voter en un bloc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? 2, unanimité du suffrage exprimé, merci. Nous poursuivons donc avec toujours dans la section de fonctionnement les recettes cette fois-ci. Les recettes, avec au chapitre 42 les opérations d'ordre pour 61 495 €, le chapitre 74 dotation et participation pour 40 000 €, le chapitre 75 autres produits de gestion courante pour 148 049 €, le chapitre 2 résultats reportés pour 96 339 €, ce qui nous donne des recettes de fonctionnement pour 345 883,60 € en équilibre avec les dépenses. Merci, même question. Avez-vous des questions? Non? Tout le monde est d'accord? Pas de vote différencié par chapitre? Non plus. Je vous propose donc de voter en bloc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité du suffrage exprimé puisque nous en avons 2 unanimités, merci. Nous poursuivons donc avec cette fois-ci les investissements avec les chapitres. Je vous en prie. Voilà, donc pour l'investissement en dépenses, nous avons le chapitre 40 avec les opérations d'ordre pour 61 495 €, le chapitre 16 emprunts et dettes assimilés pour 41 000 €, et pour l'opération 10 de la maison de santé, nous avions des crédits de report de 2 645,50 €, donc des nouveaux crédits de 122 802,49 €, ce qui nous donne un total pour ce BP de 125 447,99 €. Nous n'avions pas de solde d'exécution négatif, donc ce qui nous donne un total de dépenses de 227 942,99 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions donc s'agissant des investissements en dépenses pour ce budget annexe? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y aura des votes différenciés par opération? Non plus. Je propose le vote en bloc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? 2, unanimité du suffrage exprimé, merci. Nous passons maintenant aux recettes. Pour les recettes, au chapitre 1, le solde d'exécution était de 79 452,39 €. Chapitre 40 pour les opérations d'ordre, 98 663,23 €. Le chapitre 21, virement de la section de fonctionnement à hauteur de 49 827,37 €, ce qui nous donne un total de recettes d'investissement de 227 942,99 € en équilibre avec les dépenses. Merci. Des questions? Des votes différenciés par opération? Non, je propose le vote en bloc. Par chapitre, pardon. On voit par opération. Est-ce qu'il... Non, c'est par opération, je dis bien. Non, c'est par chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des votes contre? Abstention? 2, unanimité du suffrage exprimé, merci. Le budget donc de la zone artisanale est adopté. Le point numéro 16, il concerne le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement d'activité saisonnier. Là, c'est pareil, c'est une délibération, mes chers collègues, que vous aurez l'habitude de voir chaque année à l'approche de la saison estivale pour voir à nos besoins. En l'occurrence, ici, il est question donc de créer 2 postes de 30 heures pour la période du 15 juin au 31 août 2026 et un poste de 25 heures pour la période du 1er juillet au 31 août 2026 pour répondre aux besoins du centre, enfin de l'espace Simone Veil, notamment cet été, pour que nous puissions avoir ce renfort pour animer les activités et aller à la rencontre des jeunes et faire en sorte que, notamment sur les heures plus tardives, nous puissions accompagner et répondre à ces besoins. Et d'autre part, pour la partie des services techniques, on vous propose là aussi, pour pourvoir aux besoins, 2 postes de saisonniers qui seront affectés à temps complet du 1er juillet au 31 août. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, donc sur ces 5 emplois proposés,
saisonniers, des questions ou des interventions? Je n'en vois pas. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 17, il concerne une participation financière de notre commune à l'organisation d'un court séjour au Futuroscope pour les élèves de CM2 au groupe scolaire du Petit Nice. Comme vous le rappelez, la note de synthèse, l'équipe pédagogique du Petit Nice nous a saisi pour le souhait d'organiser un court séjour au parc du Futuroscope. Cela concernerait 54 élèves de CM2 et 6 adultes accompagnateurs. Le séjour se déroulerait les lundis 8 et mardi 9 juin. Sont concernés, donc, comme je vous le disais, des élèves de CM2, de la classe de CM1, CM2A de Madame Camps, de la classe de CM1, CM2B de Madame Giraud, et pour la classe de CM2 de Madame Mendes. Et pour information, les classes de CM1 qui sont concernées seront accueillies donc en classe durant ces 2 jours. Quand on est sur de double niveau, le niveau CM1 ne fait pas partie du voyage, on est sur le niveau CM2. Alors, vous le savez ou peut-être pas, et donc ça me permet de vous le dire, chaque année, nous attribuons une subvention d'un montant que la délibération avait déterminé pour ce qu'on appelle les classes de neige ou les longs séjours. Cette année, il n'y a pas eu de voyage organisé, donc l'école élémentaire nous a demandé si on pouvait les accompagner plutôt sur ce court séjour, ce que nous avons, si vous en êtes d'accord, validé dans le principe. Le programme, bon, je vous l'épargne, mais c'est le Futuroscope hein, pendant 2 jours, avec les activités sur place, l'hébergement et la restauration. En termes de coût prévisionnel du séjour, hébergement, entrée et repas, on est à 5 641,52 €, auquel s'ajoute le transport pour 1 905 €, ce qui fait un total pour le projet de 7 546,52 €, soit un coût moyen de 140 € par élève. Sur ce coût moyen, il vous est proposé que la commune en prenne la moitié, 70 € par élève, un reste à charge de 70 € qui sera minoré de 20 € par une prise en charge donc de la coopérative. Donc on aura un reste à charge au final de 50 € par enfant. S'agissant donc de notre contribution pour la minorée de 70 € par élève, elle serait de 3 780 €. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions, des interventions sur ce point? Je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Merci pour eux et pour les enseignants qui se mobilisent. Parce que rappelons-le, c'est parce qu'il y a des enseignants qui portent ce genre d'initiative que celles-ci peuvent avoir lieu. Le point numéro 18, il concerne l'approbation de la convention de délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves. Là encore, c'est une délibération que vous verrez chaque année. Il faut savoir que Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports d'Île-de-France, nous subdélègue l'organisation en interne de notre réseau de bus qui, vous le savez, permet aux élèves de rejoindre notre groupe scolaire du Petit Nice depuis les hameaux et depuis le lotissement de l'Europe. Et donc, c'est par le biais de cette subdélégation que nous percevons de la part d'Île-de-France Mobilité les recettes qui nous permettent ensuite de payer, de payer les transporteurs et également de pouvoir solliciter les recettes des familles pour la vente des cartes. Et donc, en l'absence de cette convention, nous ne pourrions pas avoir les recettes et nous ne pourrions pas, je vous le dis très franchement, faire face à la dépense puisque on est avec une somme de plus de 100 000 €. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, donc sur ce point des questions ou des interventions? Je n'en vois pas. J'étais en train de vous chercher le montant. Je n'étais même pas sûr qu'il était indiqué dans la. Euh, bon, j'ai pas le montant total que ça représente sur le budget communal, mais de mémoire, c'est un budget conséquent. On est à plus de 100 000 €, mais je cherchais au cas où. S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, merci. Nous poursuivons avec le point numéro 19. Il concerne une convention de partenariat entre le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne et notre commune. Là aussi, c'est la deuxième année que notre commune est sollicitée par le SDIS. Le service départemental d'incendie et de secours, mes chers collègues, en Essonne est un cas unique, puisque ailleurs, sur le territoire national, les services départementaux d'incendie et de secours sont financés à due concurrence et à égalité entre le département pour 50% et les communes du département pour 50%. En Essonne, le service départemental d'incendie et de secours est financé à 99 et quelques pourcents uniquement par le département, puisque notre contribution annuelle s'évalue à 7 centimes par habitant contre 32,82 € normalement pour
les autres départements en moyenne. Donc, vous voyez, entre 7 centimes par habitant ou 32 € par habitant, la somme n'est pas du tout la même. Je cherche, bon, vous deviez l'avoir dans la délibération, ce que ça représentait en temps normal pour notre contribution. Mais en tous les cas, il vous est proposé donc d'ajouter à cette contribution usuelle une participation annuelle volontaire de 2 € par habitant, ce qui porterait donc notre contribution à hauteur de 8 948 € pour l'exercice 2026. Nous étions à 8 854 € l'année dernière, mais comme c'est en faveur de l'effectif légal de la population, comme celle-ci a légèrement augmenté, nous avons quelques euros de différence. Voilà mes chers collègues, est-ce que vous avez des questions, des interventions sur ce point? Non, je n'en vois pas. Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Nous poursuivons avec la convention de partenariat point numéro 20 avec Initiative Essonne dans le cadre de l'opération à la recherche du commerçant idéal et je cède la parole à Monsieur Vaury. Par délibération du 18 mars 2025, la commune a souhaité s'engager dans un plan d'action de redynamisation du centre-ville en mettant en place l'opération à la recherche du commerçant idéal. Pour encourager l'entrepreneuriat et élargir sa gamme d'offres commerciales tout en favorisant l'implantation de commerces et de boutiques dans le centre-ville. Le présent avenant a pour objet la continuité de l'opération à la recherche du commerçant idéal, telle que décrite dans la convention de partenariat du 23 avril 2025, portée par Initiative Essonne et la commune d'Angerville. En effet, la commune ayant identifié un local situé au 13 rue Nationale à Angerville pour une activité de boucherie-charcuterie-traiteur, l'opération n'a pu aboutir telle que présentée dans la convention du 23 avril 2025, faute d'accord sur la prise à bail présentée par le propriétaire privé de ce bien et le candidat sélectionné pour l'action. La commune, par son souhait de voir l'activité boucherie-charcuterie-traiteur se réimplanter sur son territoire, a sollicité Initiative Essonne pour prolonger l'opération à la recherche du commerçant idéal. Ayant identifié un nouveau local et souhaitant garder le candidat précédemment sélectionné. Étant reconnu que le temps affecté par Initiative Essonne pour l'opération Vitalité Ville dans la convention du 23 avril 2025 a été consommé, il convient d'ajouter une contribution financière de la commune afin de prolonger l'action à la recherche du commerçant idéal. Cette contribution financière est portée à 3 050 € TTC. Le règlement de la somme s'effectuera à la signature du présent avenant. Ce soutien financier comprend les frais de personnel d'Initiative Essonne pour 61 heures de travail dédiées au projet, les frais de communication pour promouvoir cette opération, les charges indirectes imputées à chaque projet d'implantation, déplacement et fourniture. Merci. Bon, pour compléter la présentation, vous le savez, l'année dernière, la commune a souscrit ce partenariat à la recherche du commerçant idéal avec Initiative Essonne. Nous étions au mois de juin pour permettre la réouverture et donc à la reprise d'une boucherie, d'une charcuterie, pardon, traiteur bien connue et dont l'adresse vous a été indiquée. Je dois dire que l'appel à concurrence et à manifestation d'intérêt a été plutôt positif, puisque il y a quand même eu 3 candidatures très sérieuses qui ont été soumises. Une seule a pu aller jusqu'au bout compte tenu des premiers échanges avec le propriétaire et malheureusement, faute d'accord, on le regrette, n'a pas pu être conclusive à la fin. Mais nous en retenons donc que Angerville est bien attractive pour des commerces de bouche et qu'il serait donc dommage, faute d'un accord avec le propriétaire actuel, pour lequel nous avons rempli notre mission d'essayer de l'accompagner, mais que les choses n'ayant pu se conclure, et bien que nous nous privions d'implanter malgré tout, un boucher, charcutier traiteur sur la commune et par conséquent, le présent avenant vise à pouvoir conserver le lien avec ce candidat pour le diriger vers un autre local, dont je ne peux ce soir vous parler puisque les modalités pour l'instant
n'ont pas encore été calés, mais cela doit vous conduire à voir de manière extrêmement positive les choses, à savoir que nous avançons toujours sur la réimplantation d'un boucher, peut-être pas que, dans le cadre d'un local qui permettra là aussi de le redynamiser, de lui redonner donc une nouvelle utilité, donc de parfaire notre rôle et notre engagement, d'avoir une action déterminée et je le pense déterminante dans l'attractivité du cœur de ville grâce à ce type de dispositif, en étant plus à même de choisir et orienter le type d'activité que nous souhaitons voir, s'implanter, en évitant, je n'ai jamais peur de le dire, la monofonctionnalité et par conséquent, je n'ai rien contre les kebabs et autres barbeurs, mais nous en avons déjà suffisamment et je crois qu'il est de notre devoir et notre rôle aussi d'intervenir pour que nous puissions aussi maintenir une mixité, une diversité commerciale, puisque c'est ce qui permet à notre cœur de ville de demeurer attractif. Voilà mes chers collègues, donc l'objet de cette délibération, c'est de continuer avec Initiative Essonne et avec ce candidat, jeune candidat Boucher, plein d'idées et plein de dynamisme, et dont on espère prochainement pouvoir vous donner plus de nouvelles et plus de détails, avec, on l'espère également, une date ensuite inaugurale de prise à bail pour lequel il n'est pas improbable que la commune aussi entre en ligne de compte pour là aussi maîtriser le loyer et maîtriser à terme le local. Voilà mes chers collègues, ce que je peux vous dire à date. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions sur ce point? Je n'en vois pas, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne le recrutement d'un vacataire. Alors là, nous sommes dans le cadre d'un besoin pour la distribution de supports de communication sur la base d'un forfait brut de 320 € par vacation. Donc une vacation, ça correspond à une distribution sur 2 ou 2 jours et demi, soit 16 heures. Donc on crée ce poste pour ensuite bien recueillir éventuellement des manifestations d'intérêt, parce que ça nous coûtera moins cher d'avoir un vacataire à ce tarif-là que le recours que nous avons avec des sociétés spécialisées qui sont plus du double de ce prix. Donc pour distribuer les différents supports, ça permet possiblement donc de faire un emploi en local d'appoint et de coûter moins cher au budget communal. C'est l'objet donc de ce recrutement vacataire, donc qui fera l'objet d'une publicité et donc du recueil des candidatures. Est-ce qu'il y a, mes chers collègues, des questions ou des besoins de précision pardon, sur cette délibération et ce point? Je n'en vois pas. Je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Le point suivant, le point numéro 22, il concerne une convention de prestation de services avec l'agglomération. Pour vous résumer cette délibération détaillée, vous le savez, nous avons une grosse école et au cas particulier l'école élémentaire, pas loin de 400 enfants qui déjeunent tous les midis en 2 services. Le temps du midi dure 1h30. Il est plus court que ce qui peut être observé dans d'autres écoles, mais malgré le fait qu'il soit court, nous observons un phénomène de tension dû au fait qu'une fois que les élèves ont mangé, ou avant de pouvoir aller manger, il y a un besoin d'occupation et d'encadrement plus fort qu'une simple surveillance. Et donc plutôt que de se contenter de voir, ce stress et cette pression continuer à grimper sur le temps du midi, laquelle a forcément des répercussions sur le temps de concentration des élèves l'après-midi, hein, avec, le retour en classe assez énervé, il faut du temps aux enseignants à retrouver le niveau de concentration nécessaire aux apprentissages. La commune a fait le choix de se tourner vers l'agglomération pour voir si cette dernière ne pourrait pas mettre à notre disposition, moyennant remboursement naturellement, des animateurs formés au BAFA pour le midi proposer des temps d'activité. En l'occurrence, 4 animateurs mis à disposition donc de la commune pour proposer différentes activités, excusez-moi pour la répétition, pardon, autour des échecs, autour des arts créatifs, etc. Donc c'est mis en place depuis le retour des vacances de février. Ça fonctionne très bien. On a eu l'occasion d'en faire une première restitution lors d'un dernier conseil d'école avec, de la part de la communauté éducative, un retour positif sur les élèves et le niveau de stress qui a grandement diminué. Donc c'est positif. Et donc l'objet de cette convention, c'est de permettre cette mise à disposition de personnel de l'agglomération vers la ville et donc le remboursement à l'agglomération des agents mis à sa disposition. On est sur une enveloppe budgétaire estimée à horizon de 22 à 25 000 € par an à peu près, pour que vous ayez un petit peu l'impact de l'engagement de la commune pour justement accompagner ce besoin sur cette pause méridienne. Voilà mes chers collègues, pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non? Je vous propose donc de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité,
Je vous remercie. Nous en arrivons donc au divers avec la. Il n'y a pas, il y a pas de décision qui ont été prises dans le cadre des délégations que vous m'avez accordées depuis le dernier conseil municipal. Donc, du coup, ça va vite. Hein, on ne sait pas qu'on vous cache quelque chose, c'est que je n'ai pas pris de décision. Et nous en arrivons maintenant donc aux questions orales. Préalablement, et avant de vous céder la parole, Monsieur Tevray, avant que je n'oublie, vous avez tous eu sur vos tables, je pense qu'on peut appeler ça une petite Bible, mais un petit mémento qui permet de donner les fondamentaux, de comprendre le rôle et le fonctionnement de la commune. Voilà. Donc je vous invite à une petite lecture attentive. Ça permet de se donner quelques bases ou de se remettre à niveau. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes toujours à la recherche. Hein, je n'ai pas oublié, c'est l'organisation actuelle qui, vous le savez, entre les votes des budgets des syndicats, etc. Mais trouver une date pour proposer une formation à l'ensemble des élus autour des enjeux de l'organisation territoriale, du rôle d'une mairie, etc., qui sera proposée, je pense, sur un samedi matin avec un intervenant ici même, pour que là aussi vous puissiez être formé sur ces questions et puis pour pouvoir questionner. Donc, ça peut constituer une bonne base à travailler et à potasser pour venir avec de premières armes et peut-être aller un peu plus loin dans le cadre de cette formation. Voilà, Monsieur Tevray, je vous cède la parole pour la lecture de vos 3 questions orales. Oui, première question. Selon nos informations, le docteur Mondan part à la retraite le 1er septembre 2026. À cette date, il ne restera donc que 3 médecins sur la commune, dont 2 sont également très proches de la retraite. Alors que le nombre d'habitants sur notre commune va vraisemblablement augmenter dans les années à venir, avez-vous des perspectives concernant de futures arrivées de nouveaux médecins sur notre commune? Alors oui, je sais que vous avez été un acteur attentif de la campagne des élections municipales et s'agissant de la liste que j'ai eu le plaisir de conduire, nous avions des propositions extrêmement concrètes en la matière, puisque nous sommes actuellement sur la création d'un centre de santé municipal. Celui-ci est actuellement étudié donc par l'Agence régionale de santé, puisque c'est l'acte juridique nécessaire au salariat de médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes par une commune, puisqu'une commune n'a pas dans sa grille de fonctionnaires qu'elle peut employer de base les médecins, donc on ne peut pas recruter de médecins. Normalement, si tout va bien, nous devrions avoir une validation permettant la mise en œuvre de ce centre de santé municipal pour septembre. C'est l'objectif qu'on s'est donné. Nous avons actuellement 2 spécialistes qui ont confirmé leur intérêt à nous rejoindre, donc 2 gynécologues, et nous avons possiblement, en lien avec donc cette dynamique, un lien avec peut-être un généraliste, l'essentiel étant du coup d'avoir cette structure. Après, au-delà de cela, il n'y a pas de formule magique ni miracle. L'idée, c'est d'avoir la capacité de salarier un généraliste, s'il le souhaite, ou de l'accueillir dans un cabinet disponible au sein de la maison de santé, dont je rappelle que grâce à l'engagement des contribuables, elle offre des conditions d'exercice et surtout financières très attractives, avec aussi la mise à disposition d'un secrétariat, etc., etc. Donc c'est la faciliter l'exercice de la pratique et rompre l'isolement, puisqu'il faut savoir aussi aujourd'hui que c'est un élément et un facteur déterminant. Accueillir un médecin seul, c'est quasiment mission impossible, tant aujourd'hui la pression qui va s'exercer sur lui est forte. Je regrette, mais tout n'est pas perdu, mais qu'à ce stade, nous n'ayons pas réussi à convaincre nos médecins généralistes en place de l'opportunité de se saisir du dispositif national des docteurs juniors. Vous le savez ou peut-être pas, et auquel cas je vous en instruis, mais il y a une réforme qui a ajouté une 4e année à la fin du cursus de formation des généralistes. Donc il y a une année supplémentaire, c'est-à-dire que les médecins qui devaient être prêts, thésés et à commencer à être au contact direct des patients et être prescripteurs ont une année en plus. Cette année en plus, ils ont l'obligation de la mener dans des secteurs de médecine de ville. Et donc, je regrette que malgré toutes les informations que nous avons délivrées à nos médecins en local, ils n'aient pas souhaité se saisir de cette opportunité, parce que c'est une opportunité, déjà parce qu'elle est financièrement très bien accompagnée. Deuxièmement, parce que ce n'est pas du tout la même charge que les internes par le passé. On est bien avec des médecins qui sont quasiment autonomes, donc c'est une opportunité de soulager le travail du médecin, d'avoir une forme de passation d'expérience et d'accompagnement. Pourquoi je le regrette? Parce que d'autres communes ont su se saisir de ce dispositif sur le territoire, à Étampes, je crois que c'est le cas à Pucet, je crois que c'est le cas aussi à Saclay. Pour autant, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin, mais je dois dire aussi qu'il y a il n'y a pas de formule miracle, c'est très compliqué, on a tous besoin de tirer dans le même sens. Aujourd'hui, la commune donc est prête à réexpliquer, accompagner, mais elle ne peut pas contraindre sur ce sujet. Donc vous le voyez, il y a une perspective du côté du salariat, mais elle ne se suffira pas elle-même. Il faut qu'on tire tous dans le même sens, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un peu aussi une forme comment dire, de
renvoyer l'appareil à la commune par rapport aux efforts qu'elle fait, je dirais fort légitime et que nous consentons bien, bien aisément pour que aussi, sur ce côté-là, on s'empare de ce dispositif afin de répondre à une question de santé publique d'importance qui est celle d'avoir accès à un médecin traitant. Situation pour laquelle aujourd'hui 83% du territoire national est en situation de déficit important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que chez nous, ça veut dire qu'on est dans un secteur hyper concurrentiel. Voilà pour les éléments que je pouvais vous apporter. Oui, sachant que je crois que sur Pucet, au 1er septembre, il y a aussi un médecin qui part en retraite. Donc, par contre, je pense que dans la logique, il vaudrait mieux poser la 3e question avant la 2e question. C'était, avez-vous des statistiques concernant l'évolution des besoins en services médicaux de notre commune, notamment en médecins et en dentistes? Est-ce que vous avez des statistiques qui permettent de voir un peu l'évolution en fonction de la population à long terme? Oui, vous avez une étude qui a été menée et commandée par la communauté d'agglomération des Tempois Sud-Essonne, par l'Union régionale des professionnels de santé médecins, et qui est disponible sur le site internet de la communauté d'agglomération dans la rubrique contrat local de santé. Et donc, vous disposez de l'intégralité de cette étude qui va vous donner l'évolution de la démographie médicale, de l'âge moyen, et notamment sur les généralistes, les spécialistes, et donc aussi les dentistes, qui va vous permettre de constater que malgré la suppression du numerus clausus, nous voyons que nous ne sommes pas encore au creux de la vague sur la difficulté médicale au niveau national et que ça se retrouve sur le territoire et que par conséquent, ce que nous commençons à voir poindre de manière encore plus prononcée sur Angerville se prononce sur tout le territoire et plus largement. Donc oui, ces données existent et c'est d'ailleurs sur la base de ces données que l'agglomération a construit son contrat local de santé avec un dispositif d'accompagnement, notamment pour les communes qui n'ont pas de maison de santé sur l'aide à l'investissement ou sur les enjeux de prévention ou de valorisation des docteurs juniors en ayant justement recensé les capacités et les opportunités sur le territoire. Après, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir comme présidente déléguée à l'agglomération un médecin généraliste, une médecin généraliste en l'occurrence. Je ne doute pas de sa capacité en tant que professionnel à aller, je le souhaite, convaincre ses pairs de s'engager dans cette démarche parce qu'on a besoin de tous tirer dans le même sens sur ce sujet. Et dernière question, avez-vous des informations concernant une future arrivée d'un laboratoire d'analyse médicale sur notre commune? Alors, oui, mais je suis soumis au secret, même s'il semble que ça n'en est plus un. Néanmoins, je me suis engagé à le respecter, donc je ne peux pas en dire davantage. Mais j'ai répondu à votre question. Ok. Bien, mes chers collègues, s'il n'y a pas d'autres questions, et en vous rappelant que notre prochaine séance aura lieu le mardi 19 mai, et que pour ceux qui sont intéressés par le conseil communautaire avec son vote des budgets, la prochaine séance aura lieu dans 2 semaines, à savoir le lundi 27 avril à Pucet. Il ne me reste plus, en remerciant préalablement l'administration pour l'organisation de cette séance, qu'à vous souhaiter une excellente soirée. La séance est levée. Merci à tous.